L'ombre, seconde partie de la vidéo, l'œuvre au noir, Carl Gustav Jung. La semaine dernière, nous avons commencé à réfléchir à ce concept qui est le concept de l'ombre, qui est un concept phare en psychologie analytique. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le sujet, je vous invite à retourner sur ma chaîne YouTube et à regarder la vidéo qui précède celle-ci, et puis ensuite à revenir sur cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Rêveurs. Donc c'est un groupe sur lequel vous pourrez nous poser vos questions, vous partager un petit peu votre passion pour les rêves et pour la psychologie analytique. Donc pour ça, vous allez dans la description et il y a un lien, cliquez dessus et je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Alors l'ombre, l'inconnu en soi, doit être reconnu et accepté. Autrement dit, on doit prendre conscience de cet aspect inconscient de la personnalité qui nous pilote et admettre qu'on n'est pas parfait. Et admettre qu'avant de critiquer l'extérieur, il serait bon de regarder en soi. Ainsi qu'on l'a vu et qu'on a bien développé cette notion-là la semaine dernière. Or, la société ne semble pas prête à ça. En témoignent les guerres persistantes et les débats politiques stériles sur les chaînes de télé, où tout le monde renvoie la faute sur l'autre ou la responsabilité de la dette sur je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi, mais certainement pas sur ça. On ne s'inclut pas dans la personne qui est en faute, dans le groupe fautif. Donc nous avons terminé la vidéo la semaine dernière sur l'idée qu'il serait bon de commencer à faire bouger les choses, puisqu'en fait ça a un impact au niveau collectif, ce problème de l'ombre. Et pour ça, il faudrait enseigner aux enfants une chose toute simple. Le bien est en soi, le mal est en soi. En fait, tout est en soi. Et ce qu'on observe à l'extérieur est déjà en soi. Et si on réagit à ça, la première chose, c'est de s'intéresser à justement notre réaction. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en proposant des pistes pour accompagner un enfant qui découvre son ombre. Parce que du coup, moi, j'ai 2 enfants et en tant que maman, j'ai découvert aussi cette partie-là du job de parent qui est d'accompagner une petite personne comme ça qui devient un individu dans une société qui lui met beaucoup la pression et de voir déjà que lui-même, il se met la pression et que lui-même, il sait pas trop faire des mauvaises pensées qu'il peut avoir ou des élans, des pulsions qu'il peut ressentir. Et c'est super intéressant. Je le vois, moi, le tout petit. Il va faire du mal au grand, et après il va venir tout de suite en courant, et il va l'accuser de ce qu'il vient de lui faire. Donc là, magnifique. Bon, il est tout petit, mais on voit des adultes qui font encore ça. Donc voilà, je pense qu'il faut bien s'y prendre assez jeune comme ça, parce que quand un adulte a ce genre de comportement, ça devient un gros problème, et malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons ensuite que l'ombre, c'est l'équivalent de l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est une notion d'alchimie, donc oui, on va parler d'alchimie, mais attention, on va pas partir à la recherche de la pierre philosophale, on va l'aborder d'une manière beaucoup plus allégorique, on va dire. Ça veut dire quoi que l'ombre est l'œuvre noire? Ça veut dire que l'ombre, c'est le préalable à tout accomplissement et à toute évolution. C'est ça qui va nous intéresser. L'enfant découvre son ombre, comment lui en parler? Alors pour habituer les enfants à cette cohabitation avec l'ombre, mon conseil serait de faire preuve d'honnêteté et de bon sens. C'est-à-dire leur apprendre que le bien est en soi, le mal est en soi, que tout est en soi, que ce qu'on observe à l'extérieur est en soi. Et donc c'est quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants pour ne pas former des adultes qui pointent du doigt systématiquement à l'extérieur quand ils ont un problème et qui pointent du doigt l'adversité, l'inconnu, l'étranger à l'extérieur. Et les problèmes viennent de dehors et jamais de soi. Il y a beaucoup d'adultes comme ça, alors on va éviter que nos enfants deviennent comme ça. Donc, en leur expliquant que l'agresseur, le méchant, il est d'abord en nous. Et apprendre à le reconnaître dans les moments où il surgit. Donc, moi, j'ai mon grand qui me fait des regards comme ça, ténébreux, des regards pleins de haine. Là, je dis, oula, là, il y a l'agresseur en lui. Donc, à ce moment-là, on peut aller en parler parce qu'il voit tout à fait de quoi je lui parle. Et donc, personne n'est gentil, personne n'est méchant, chacun est les deux. Chacun peut se comporter de manière gentille ou se comporter de manière méchante, c'est pas pareil. Le paradis et l'enfer, les deux sont sur terre et les deux sont en soi. Donc quand je dis ça, je vois que ça leur parle et je leur explique qu'on a le choix de choisir de faire parler sa gentillesse ou son agressivité, que bien souvent on est agressif alors que c'est pas du tout nécessaire, c'est juste qu'on sait pas quoi faire de notre émotion. Et aussi bien sûr que parfois dans des situations de danger, laisser un petit peu sa part méchante prendre le contrôle peut nous tirer d'affaire et nous permet d'avoir une bonne réaction dans des situations où on est en danger, pour sauver notre peau. Donc ça, on a vu ça dans la vidéo précédente, que de cette manière, en expliquant les choses comme ça, déjà on va être en train de dédramatiser l'ombre. L'ombre doit avoir sa place dans le dialogue à la maison. Admettre que le bien et le mal sont en soi est plus rassurant que de ne pas en parler et de créer un tabou.
Donc on a vu tout ça la semaine dernière et aujourd'hui je vais vous dire, ne le culpabilisez pas, il s'en charge très bien tout seul, votre enfant. Et oui, les enfants sont très très forts pour culpabiliser, même s'ils vont pas le montrer. Mon aîné, il est très émotif. Et les émotions qui l'envahissent peuvent être parfois très fortes et parfois destructrices. Alors depuis qu'il est petit, on parle du petit ange et du petit démon en lui. Quand il était tout petit, on faisait comme ça pour dire, quand il avait arrêté d'être méchant, il avait dit bon c'est bon, il est parti le petit démon. Oh oui ça y est, il est parti, il me disait, et puis donc c'était ok quoi, on pouvait continuer. Il m'informait que la petite méchanceté en lui était retournée dans l'ombre, en fait, était retournée à sa place. Et en fait c'est hyper pratique cette image des deux petits démons, bon sauf qu'ils sont pas à l'extérieur, hein, c'est pas, voilà. Pas des voies extérieures, encore une fois, c'est à l'intérieur. Mais c'est très pratique parce que du coup, ça permet que quand il est pas gentil, quand il est méchant, je le dis pas, c'est toi, t'es méchant, c'est tu laisses parler le petit démon en toi, en fait. Donc ça, c'est pas pareil, ça lui met pas une étiquette sur lui. Donc le petit démon, le méchant, c'est pas lui, hein, c'est une partie de lui qui existe et qui l'influence, mais ce n'est pas lui. Lui, il est pas méchant. Lui, il est neutre, en fait, il est rien du tout. Et donc, ça le définit pas en tant que méchant ou gentil, c'est juste un état ponctuel. Et je pense que ça, c'est assez important parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants un peu problématiques, qui ont des problèmes de comportement, ou d'hyperactivité ou quoi. Et donc, ils vont souvent avoir moins de retenue à faire parler le démon en eux, et du coup, ils se font souvent taxer de méchants par les autres copains ou par les adultes eux-mêmes. Donc à force, ils y croient en fait qu'ils sont méchants. Et ça, c'est dommage. Alors que si on faisait bien la distinction entre le comportement, l'élan, la pulsion et la personne s'identifierait pas. Enfin, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc ça veut pas dire que quand il agit mal, c'est pas sa faute. Sa faute à lui, c'est d'avoir laissé agir le petit démon. Ça, il n'avait pas à le faire. Voilà, il pouvait l'écouter, dialoguer avec lui, mais certainement pas le faire. Donc ça, c'est sa faute d'avoir permis à cette chose-là de prendre le dessus. Donc il a vraiment le choix là-dessus, c'est très important de voir qu'il a le choix. Et en fait, le fait d'avoir le choix, même si des fois il n'y arrive pas, et c'est pas grave, moi aussi des fois j'y arrive pas, des fois je crie, des fois j'arrive pas, c'est comme ça. En fait, le fait d'avoir le choix quand même, ça lui redonne le contrôle. De se dire, ok, en fait la prochaine fois je choisirai de réagir autrement, ça nous redonne le contrôle, ça c'est super intéressant. Et puis ça évite de majorer le sentiment de culpabilité. Ça donne une explication à son comportement. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'il a laissé parler le petit démon, il l'aurait pas dû, la prochaine fois il le fera pas. Et en regardant mon fils, et en fait les deux même, pas que le grand, je me rends compte que les enfants culpabilisent énormément en réalité. Par exemple, lorsqu'ils me font du mal, enfin le grand surtout quand il me fait du mal ou qu'il me dit une vacherie, je vois très bien que dans le fond, c'est lui qui en souffre le plus. Et c'est justement cette détresse, cette culpabilité face au constat de sa dualité qu'il découvre à chaque occasion, à chaque escarmouche, on va dire, l'adulte doit être attentif à ça et doit l'accompagner. Sinon, en grandissant, cette dualité intérieure, si on en a fait un tabou, ça peut mener à de graves conflits existentiels et à des névroses un petit peu costauds. Mais pas que, à de grandes détresses, à des dépressions, à des somatisations, etc. Moi-même, je pense que j'aurais aimé qu'on m'explique cela enfant. Et ça m'aurait permis de comprendre ce qui m'assaillait. Ça m'aurait permis probablement de ne pas sentir cette horrible solitude face au surgissement d'idées, face au surgissement d'émotions qui pouvaient me paraître effrayantes ou d'imagination vraiment particulièrement glauque, qui donc me déprimaient beaucoup et qui me faisaient honte. Je pense que c'est important aussi dans un second temps, de montrer à l'enfant que l'adulte lui aussi se trompe. L'adulte lui aussi, des fois, fait des choses qu'après il regrette. Ainsi, lorsque moi je vais trop loin, je m'excuse, et puis je vais débriefer aussi de pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai laissé parler, qu'est-ce que j'ai empêché de retenir, etc. Donc je vais formuler mes regrets, car il est indispensable pour que l'enfant fasse une place à son ombre, que l'adulte aussi ne se montre pas comme un pilier infaillible, comme un espèce de bloc monolithique, comme ça, fort et idéal, et donc totalement castrateur. C'est pas l'idée de représenter ces figures-là, d'espèces de statues, d'idoles, enfin voilà, on n'a pas du tout envie de reprendre ça pour nos enfants. Donc oui, l'adulte est quelqu'un qu'on doit respecter et écouter parce qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous, mais non, l'adulte n'est pas un monstre sacré, obsédé par le contrôle et dominé par sa fierté. L'enfant rencontrera ses difficultés à trouver le comportement juste tout au long de sa vie parce qu'en fait, on se trompe tout le temps, donc être face à des adultes qui se trompent, ça va le rassurer. Des adultes humains, en fait, ça va le rendre humain lui aussi. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise que les adultes aussi se trompent souvent. Vraiment, ça c'est quelque chose, je pense, que j'aurais beaucoup aimé entendre. Et puis que c'est pas grave, parce que simplement c'est inévitable, parce que c'est humain, et qu'encore une fois, ça fait partie de la nature humaine. Et donc, comme ça fait partie de la nature, on ne peut pas s'empêcher
de se tromper. D'ailleurs, je pense que le traitement des émotions devrait être le même que pour pour le traitement des actes, c'est-à-dire les actes, on en parle, on va accorder de l'intention, mais les émotions aussi, on devrait l'écouter, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, sans la juger, mais on devrait avoir le cadre pour pouvoir la confier et la partager en fait. Parce que ressentir ce n'est pas agir. On peut ressentir énormément de haine envers quelqu'un, c'est pas pour autant qu'on va lui faire du mal. On ne choisit pas ses pensées, on ne choisit pas ses émotions, on choisit pas ses sensations et on peut pas les juger. Par contre, si on n'a pas appris à accepter tout ça, ces impressions-là, et à les neutraliser lorsqu'elles nous disent des choses qui sont pas une bonne idée, on va dire, alors oui, effectivement, par panique, on peut laisser l'ombre diriger nos actes et faire du mal à quelqu'un. Alors à ce moment-là, si on est totalement inconscient de soi-même, on va se dire que cette personne l'a bien cherché. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaîtra pas du tout l'agresseur en soi, on ne reconnaîtra pas l'agresseur dans son ombre. Troisième conseil, éviter les tabous. Donc là, on va partir à la chasse aux tabous, c'est très très important. Moi, avec mon grand, j'essaie d'éviter absolument les tabous. L'idée, c'est d'accueillir les émotions sans les juger, afin que lui-même ne s'auto-flagelle pas si il ressent des choses négatives. S'il me confie des choses négatives, je dis qu'il a tout à fait le droit de ressentir ça, que c'est normal et qu'on peut en parler, que moi aussi, des fois, je ressens ça. Lorsqu'il est très en colère, je lui raconte à quel point j'ai pu être très en colère moi aussi, afin qu'il se sente juste humain, en fait. Donc, par exemple, avant la naissance de son frère, Arthur, il était impatient. Il montrait tous les jours la joie et l'enthousiasme que la société attendait de lui. Et pourtant, il n'arrivait plus à s'endormir. Alors, je l'ai invité à se confier sur ses émotions. Et il m'a dit qu'il se sentait triste parce que des fois, il n'avait pas envie que le petit frère arrive. Alors, j'ai dit que c'était normal. J'ai essayé de trouver les mots qu'il ne possède pas encore pour exprimer cette émotion. L'idée, c'était de désamorcer comme ça son potentiel dramatique. Parce que pour lui, c'était grave de ressentir ça. Et moi, je pense qu'une émotion honteuse et une émotion qui tue, qui n'est pas du tout exprimée, peut se charger d'une énergie trop grande et causer des dégâts. Moi, je veux absolument éviter ça. Le conflit avec ce que la société, ce que la famille attendent de nous, le conflit avec le surmoi peut dégénérer en un bras de fer sans issue. Et récemment, il était énervé contre son petit frère, qu'il avait bien cherché aussi, qui avait été super pénible. Et il m'avait dit, des fois, j'aimerais bien qu'il soit plus là, des fois, j'aurais envie qu'il meure, ou je sais plus comment il me l'a dit. Il m'a dit, c'est terrible que je pense ça. J'ai dit non, tu le penses, mais après ça s'en va. Il était vraiment en panique. Je lui ai dit, tu le laisses passer et c'est bon. Il me dit, oui, mais j'ai pas du tout envie qu'il se passe ça. Hein. J'aime beaucoup mon petit frère. Je dis, je le sais. Mais alors pourquoi j'ai eu cette idée? Je dis, moi aussi, des fois, j'ai envie de t'arracher les yeux, hein, et je t'arrache pas les yeux, et du coup, ça l'a fait rigoler. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça l'idée. Alors, qu'en disent les rêves? L'ombre s'invite très fréquemment dans les rêves que j'ai à interpréter. Quand l'ombre s'exprime en rêve, c'est que le rêveur a une vision étriquée d'une situation incomplète. L'ombre vient compléter tout ça. Et dans ce cas-là, c'est probablement que le rêveur ne veut voir que ce qui l'arrange en lui et qu'il se mutile donc d'une partie de lui-même ou d'une partie de la compréhension. Or, l'ombre étant très chargée en énergie, elle trouvera toujours le moyen de se faire entendre, que ce soit par la voix des rêves, ou par la voix des pensées, ou par l'extérieur, ou par les actes manqués, ou par les accidents dans la vie, etc. Et donc une ombre opprimée qui s'exprime, quand elle s'exprime, elle ne le fera pas sans créer un grand inconfort. Forcément, hein, plus quelque chose est refoulé, plus il gonfle, et plus quand il s'exprime, ça va éclater. Et c'est là où on peut avoir des rêves extrêmement chargés, extrêmement violents, extrêmement perturbants. L'analyse des rêves permet de remonter à la source du conflit, donc l'analyse des rêves, et puis l'analyse jungienne, évidemment, hein, la psychanalyse, c'est vraiment cette idée-là aussi. Donc l'idée, c'est d'aller remonter à la source, donc c'est de désigner la dualité qui coince entre deux élans qui sont opposés, hein, c'est ce fameux tiraillement. C'est également d'aller dépister les peurs, et sur quelles croyances ces peurs prennent appui. Et grâce à l'analyse, le rêveur qui est attentif à lui-même va découvrir que ces difficultés prennent leurs racines dans des comptes qu'il a à régler d'abord avec lui-même. Bien souvent, on croit qu'on a des choses à régler à l'extérieur, mais bien souvent, c'est d'abord en soi qu'il faut les régler et ensuite à l'extérieur. C'est en deux temps, mais c'est dans cet ordre-là. Un rêve interprété est donc un bon point de départ pour s'attaquer aux problèmes réels qui nous perturbent et donc pour commencer à se réconcilier avec son ombre. Puisqu'en rêve, on va l'apercevoir, notre ombre, on va vraiment la visualiser. Donc c'est beaucoup plus facile après, ça permet de la personnifier quelque part et de jouer avec, d'en faire un personnage, quoi. L'ombre, la base de la transformation, l'œuvre au noir des alchimistes. Les rêves proviennent de l'inconscient, ils proviennent donc de l'ombre. Les rêves participent à notre évolution, à notre transformation.
En réalité, tout ce que nous accomplissons, toutes les choses que nous allons être amenés à accomplir existent déjà en puissance, en germe, sous forme de possibilités. Où ça? Dans notre inconscient, autrement dit, dans l'ombre, derrière moi. Tout ce qu'on va accomplir prend ses racines dans l'ombre, comme les plantes dont les racines sont sous la terre, donc dans l'obscurité. D'ailleurs, dans la Genèse, tout naît à partir de cette fameuse ombre primordiale, et les alchimistes du Moyen Âge ne disaient pas autre chose. C'est pour ça que l'alchimie nous intéresse. En effet, Carl Gustav Jung s'est intéressé à l'alchimie sur la dernière partie de sa vie, car en fait, il voyait dans le parcours de l'alchimiste un parcours allégorique de l'être qui avance dans la connaissance, et surtout vers la connaissance de soi. La connaissance du monde, la connaissance de soi, la connaissance avec un grand C. La littérature alchimique du Moyen-Âge, relue par Jung, devient une métaphore de l'existence. Alors à la base du processus alchimique, il y a ce qu'on appelle le nigredo, c'est-à-dire l'œuvre au noir. C'est de ce nigredo, de cette œuvre au noir, que tout commence. Donc tout commence dans quelque chose qui est pas beau, obscur, qui est associé à la putréfaction, on va dire, et qui est indifférencié, donc qui est peu ragoûtant, on va dire. Tout démarre de là. Et c'est cela, en fait, cette matière-là qui va s'agir de modeler, de travailler, de chauffer, etc. pour fabriquer petit à petit, au terme de je ne sais pas combien d'épreuves, cette fameuse pierre philosophale qui, sur un plan allégorique, est en réalité tout simplement la voie de la connaissance. Le parcours de l'alchimiste, c'est la voie de la connaissance. Puisque cette pierre qui peut changer le plomb en or, c'est une pierre qui change les choses en leur donnant du sens, puisque l'or, c'est aussi un symbole de la conscience, et d'une conscience globale qui permet de se sentir relié, on va dire, avec la nature, intérieurement, extérieurement. Mais la pierre philosophale, dans les faits, personne ne l'a fabriquée. Et en fait, on s'en fiche de la pierre philosophale. Parce que ce n'est qu'une allégorie pour représenter la connaissance. Or, personne ne détient le savoir, la connaissance, la vérité. Personne n'a jamais touché de près ou de loin à ça. En fait, le vrai, on ne peut que avancer vers lui. On ne peut pas l'atteindre. Et la connaissance, la conscience, on ne peut que avancer vers elle. On ne peut pas l'atteindre. Mais pour avancer vers le vrai, vers le juste, encore faut-il au préalable avoir avancé dans la connaissance de soi. Et pour aller plus loin, il faut avoir marché avec son ombre. Ainsi, tout travail sur soi, que ce soit un travail en analyse, voire en auto-analyse, en développement personnel, quelles que soient les formes de travail sur soi qu'on peut envisager ou emprunter, tout travail sur soi commence par une descente. Par une descente, c'est-à-dire par une entrée en soi dans ses profondeurs. C'est pour ça que la psychologie analytique de Carl Gustav Jung est aussi appelée une psychologie des profondeurs. Et c'est un mouvement qu'on observe dans les rêves à un certain stade de l'analyse où, après avoir vagabondé et vécu moult expériences en rêve, on observe tout à coup un mouvement qui se ralentit en rêve, comme si le rythme se ralentit, et comme si on avait tout d'un coup un mouvement de descente qui était dessiné, qui se profilait, quoi. On a tout d'un coup ce mouvement de descente. Et alors, quand on a ça, on sait que c'est bien parti. On sait que l'analyse va prendre une nouvelle tournure, que les sujets vont devenir plus profonds et plus sensibles et plus intéressants. Merci d'avoir regardé cette seconde vidéo sur le sujet de l'ombre. Donc cette vidéo faisait suite à la première, celle de la semaine dernière. À travers ces deux vidéos, nous avons vu plusieurs aspects de l'ombre, mais en réalité on pourrait faire un livre sur tous les aspects de l'ombre. On va en rester là pour cette saison-là de tournage. En tout cas, si vous aussi vous vous passionnez pour les rêves et la pensée de Jung, je vous propose d'accéder maintenant à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Vous apprendrez dans ce cours à interpréter les rêves et à marcher dans les pas de Carl Gustav Jung. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci beaucoup et à bientôt.